Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page. Lui-même. Comment allez-vous? Très bien. Je vous ai entendu cette semaine ailleurs à d'autres stations, oui, autant de TV que de radio. Oui. Vous êtes très populaire. Je suis en demande partout. C'est bon. Faites-vous payer à chaque fois que vous êtes en demande. Non, mais le monde est cheap. C'est vrai, quand tu as des invités qui ont une certaine expertise, il me semble que tu fais un petit chèque. Nous, on essaie le plus souvent possible. Je lance ça dans le monde médiatique. Si toutes les fois j'ai fait don de mon expertise, j'avais reçu $1, je serais riche. Mais t'aurais dû. Tu vois-tu, aujourd'hui? Oui, je le regrette. À partir de maintenant, je le regrette. Mais tu le regrettes, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Hey, d'abord, on a 3 livres. Comment il va, ton livre? Ah, il va très, très bien. Je remercie d'ailleurs l'occasion que tu m'offres d'en parler et bien sûr tous les lecteurs qui se le sont procurés. Je sais que l'ouvrage s'est hissé rapidement dans les meilleures ventes. Alors, ça va bien. Bon, et merci. Je suis très heureux de autre ça. chose que poli. Oui. Comment ça va ton livre? As-tu des réactions? As-tu des gens qui t'appellent, qui t'écrivent, qui t'embrassent, qui te touchent? Oui, énormément de commentaires. Des gens peuvent aller sur mon site Internet. Les gens m'écrivent parce que mon adresse courriel y est. Et je n'ai jusqu'à maintenant que des commentaires agréables, dithyrambiques concernant l'ouvrage. Dithyrambiques, dit-il. On en a 3 à donner. As-tu une question quiz? Oui, la question quiz est... 514-790-9850. Vas-y. La question quiz est: quel est le surnom que l'on avait donné à ce tueur en Syrie qui a fait trembler Londres à la fin du 19e siècle? Paul McCartney. Et... OK. Donc, bonne chance. Il y a 3 livres à offrir. Et si je suis capable d'attraper vos courriels au vol avant que les téléphones rentrent, ça va nous faire plaisir de vous les offrir. Et tout. Bon, Christian, 11, ça change-tu quoi que ce soit à ta vie? Ben, ça change pas grand-chose. En fait, tout cet aspect de la numérologie ou de l'astrologie, évidemment, c'est vieux comme le monde. En fait, les grands nobles et les grands princes, les pharaons avaient leurs astrologues. Bon, eux interprétaient les signes dans les étoiles. Ensuite, la numérologie est venue et on associe souvent la numérologie avec des événements, par exemple. Oui. On pense le 13, par exemple, c'est un vendredi 13 que Philippe le Bel a fait arrêter, par exemple, les chevaliers du Temple. Alors donc, on ajoute le vendredi 13, ça devient un signe de malchance. À la table, lors de la dernière scène, il y avait 13 personnes, incluant Jésus, les 12 apôtres et Jésus, et il y en avait un de trop, évidemment, celui qui va le vendre, Judas Iscariote. Donc on trouve dans des événements de l'histoire des chiffres qui sont ou bien porte-bonheur ou qui on donne un sens à ces chiffres-là. Et voilà, et on récupère ces chiffres et on les interprète et on donne un sens à tout ça. Donc toi, vendredi, est-ce que tu achètes des billets de loto? Est-ce que il paraît, Sylvain m'a écrit pour me dire que c'est la fête à sa grand-mère. Je pense qu'elle va avoir 100 ans. Ben c'est très bon, excellent pour elle. C'est bien bête. Sois-tu joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, okay. Mais bon, encore une fois. Avez-vous donné tous vos livres, vous autres? Avez-vous donné tous vos livres? Il en reste un? OK, gardez-le, parce que j'ai Francis qui vient de m'écrire Jack l'Éventreur, qui était la bonne réponse. Oui, effectivement. D'accord. Alors, je vais vous faire suivre son courriel. Francis, en fait, réécrivez-moi avec un numéro de téléphone. Je vais le transférer à mes recherchistes pour qu'ils vous contactent pour vous offrir cet excellent livre de M. Page. L'enquêteur du paranormal. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, exact. OK. Donc, excuse-moi, là, mais là... l'astrologie, comme la numérologie, c'est-à-dire c'est amusant, on voit là-dedans des coïncidences, mais ça ne repose évidemment sur aucun fait scientifique, il n'y a aucune rigueur là-dedans sur le plan éthique de la recherche. OK. Écoute, j'ai à peu près 8 autres réponses, malheureusement. On n'avait que 3 à donner, malheureusement, mais continuez d'écrire, c'est très apprécié. Christian, reste là, on va faire une pause, on va mettre des thèmes sur les enveloppes. Tu vas mettre un mot dans les livres? Oui, absolument. Hein? Ça serait sympathique. On va les dédicacer. D'accord, et on revient tout de suite après. Mythes et complots avec Christian Page.
Christian Page, donc, une chronique sur les petits et les grands mensonges de l'armée. Oui, en fait, ce qui m'a inspiré cette nouvelle, tu sais qu'en début de semaine, pour t'être entretenu avec lui, Pascal Lacoste, un ex-soldat, a fait une grève de la faim et de la soif aussi, dit-il. Ouais. Et c'était pour manifester l'individu soutient avoir été contaminé par des métaux lourds alors qu'il était en fonction en Afghanistan. Uranium appauvri. Voilà. Ouais. Et qu'on utilise notamment dans le blindage des chars d'assaut et sur la culasse, pas la culasse, mais sur le revêtement des obus. Et il soutient que cette manipulation et en présence de ces objets-là, bon, il a été affecté. Ça a eu des répercussions sur sa santé et sa grève, donc, visait à apporter des soins, une reconnaissance et apporter des soins à tous les soldats dans la même situation que lui. Et évidemment, l'armée, de son côté, a répondu que, bien que compatissante à l'état du soldat en question, elle soutient qu'il n'y a pas de preuve que cette contamination-là a jamais eu lieu et il est bien impossible à ce moment-là de faire un cas d'espèce avec le soldat puisqu'on n'a pas la preuve de ça. Et la question que je me suis posée et qu'on peut se poser, c'est lorsque l'armée nous dit « Ah, c'est pas notre problème, c'est pas vrai. » Sur ce ton-là? Oui. C'est sympathique. C'est pas notre problème. Dans quelle mesure doit-on finalement avoir foi dans les dirigeants militaires? Oui. Si on regarde, évidemment, j'ai pris quelques exemples qui touchent beaucoup l'armée américaine, mais comme nous sommes leurs alliés, il faut toujours se rappeler que d'abord, lorsque l'on parle des militaires, il y a quand même deux choses qu'il faut quand même dire. L'armée, telle quelle, comme on l'entend, c'est un mot un peu généraliste, l'armée. Il n'y a pas réellement d'armée. L'armée est d'abord toute une série de groupes, d'associations, de différentes factions qui constituent l'armée, hein, donc des milices différentes. Donc, il n'y a pas le nom l'armée, bon, c'est un peu généraliste. C'est ça, c'est un peu comme le gouvernement. En fait, c'est des départements, des gens dans des départements, bon. Et ça, et ensuite le fait que, bon, c'est vrai que l'armée, il y a une politique du silence, une politique du secret. Écoute, j'étais adolescent, j'ai lavé de la vaisselle à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et on me demandait de signer un document de confidentialité. Écoute. L'as-tu signé? Bien sûr. T'es soumis à ça, toi. Et je vais faire une grande révélation. On utilisait du savon Dove. Ah ben, sacramouille. Bon, une fuite. Et ça mangeait souvent du pâté chinois. Ouais. Donc, tu vois, donc une politique du secret autour de ça. Donc, si on regarde du côté de l'armée, on peut voir que ce qu'ils disent et ce qu'ils font, parfois, c'est deux. Et souvent, le mensonge ressemble beaucoup à une conspiration. J'en ai choisi quelques-uns, à mon avis, qui sont très explicites. Okay. As-tu déjà entendu parler de My Lai? Oui. Bon, pour les plus jeunes qui nous écoutent, rappelons que My Lai n'est pas une personne, c'est le nom d'un tout petit village. Le 16 mars 1968, le 48e bataillon des Marines, qui était cantonné à ce moment-là dans le sud du Vietnam, a encerclé le petit village de My Lai. Sur le terrain, le groupe était dirigé par le lieutenant William Calley. L'ordre a été donné de passer par les armes tous les habitants du village. On parle ici, les chiffres sont contradictoires, là, quand on regarde les sources militaires. On parle entre 300 et 550 personnes. Et quand je parle de personnes, je parle du poupon jusqu'au vieillard, là. Tout le monde a été passé par les armes. Évidemment, au lendemain de cet événement-là, il y a des militaires qui ont été un peu écœurés de ça. Ils en ont parlé. Une rumeur a commencé à se répandre. Et très rapidement, le Pentagone a réagi en disant que tout ça n'était que de la propagande subversive. Il n'y avait jamais rien eu de semblable. Et puis en 1969, le magazine Life a publié des photos qui avaient été prises par des militaires lors du massacre de My Lai. Et là, évidemment, la fuite était impossible à endiguer. Ça a été une consternation à travers le monde de voir ces photos. Les gens n'ont simplement qu'à taper My Lai sur le web pour voir ces photos qui sont vraiment révoltantes. Et puis immédiatement, donc après ça, l'armée a donc reconnu qu'il y avait eu une espèce de bévue. En 1971, il y a eu d'abord une enquête et un procès. Durant ce procès, bien évidemment, le responsable du massacre, le fameux lieutenant William Calley, a été reconnu coupable, a été condamné à la prison à vie pour homicide volontaire, mais malheureusement, 2 jours après sa mise en prison, il a été libéré à la demande du président Nixon.
qui lui le fait placer en résidence surveillée à Fort Benning, la base militaire où il était déjà cantonné en Georgie. Et puis en 1974, il a été tout à fait libéré à cause d'une technicalité judiciaire. En fait, il aura fait en tout et pour tout 48 heures de prison pour le massacre de My Lai. Mais ça, cette fuite a créé la fin, un mouvement pour exiger la fin de la guerre au Vietnam. Oh oui, absolument. Ouais. Ça a été, en fait, le mouvement étudiant américain qui était très, très fort contre la guerre du Vietnam a suivi l'affaire de My Lai. Ce qui est intéressant ici, quand on regarde un peu le contre-coup de ça, durant son procès, évidemment, le William Calley en question a répondu, écoutez, je n'ai fait que réagir à des ordres, je n'ai fait qu'appliquer sur le terrain des ordres, accusant son capitaine Ernest Medina d'avoir donné cet ordre. On a accusé M. Medina en cour militaire et évidemment, il a été relaxé et reconnu non coupable pour cette histoire-là. C'est toujours un peu révoltant quand on voit ce genre de discours parce que ce soit que ça vienne de la part de soldats américains ou que ça vienne, par exemple, de dirigeants nazis. On se rappelle, durant le procès de Nuremberg, qu'ont répondu des bonhommes comme Himmler et autres, c'est « on ne fait que répondre aux ordres qui nous étaient donnés ». Et ça, c'est toujours un petit peu triste de voir que la seule réponse est celle-là. Il n'y a jamais un sentiment d'humanité là-dedans. Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire du massacre de My Lai, pour plusieurs, dont l'intellectuel est Noam Chomsky lui-même, oui. L'affaire du massacre de My Lai n'était en fait la pointe de l'iceberg. En fait, pour ces gens-là et les amateurs de conspiration, le massacre de My Lai s'inscrivait dans le cadre de deux opérations militaires appelées Opération Wheeler et Opération Valhalla. En fait, ces deux opérations militaires ont bel et bien existé. Ce sont bel et bien des opérations qui avaient lieu. Mais selon la version officielle de l'armée, les opérations Wheeler et Valhalla consistaient à placer sous surveillance tous les Viet Cong, donc ennemis du gouvernement, du gouvernement américain évidemment, et donc les déplacer sous surveillance et d'identifier les villages qui étaient sympathisants aux Viet Cong. Donc ça, c'était le projet Wheeler et Valhalla, Wheeler et Valhalla. Sauf que pour les amateurs de conspiration, l'idée allait beaucoup plus loin que ça. En fait, ces deux projets-là étaient un nettoyage par le vide. On nettoyait les villages qui étaient sympathisants au Viet Cong. Et si en fait c'est vrai que My Lai est devenu un scandale pour l'armée, certains diront que le scandale n'est pas le fait qu'on ait massacré les gens de My Lai, mais c'est parce que l'histoire a été connue du public, parce que des My Lai, apparemment, il y en aurait eu beaucoup durant la guerre du Vietnam. Et heureusement pour nous n'en avons entendu parler que d'un seul. Pas très glorieuse, non, cette absolument. guerre. On va s'arrêter un instant, on est avec Christian Page. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. En passant, je veux juste préciser, la grand-mère de Sylvain, c'est sa grand-mère? Oui, non, sa mère, qui va avoir 99 ans le 11/11/2011. On lui souhaite bonne fête. Ben oui, quand même. Quand même, en bonne et due forme. Il y a aussi, tu veux parler des grands et petits mensonges de l'armée. Oui. L'incident de Palomares. Ici, c'est amusant parce qu'on a vraiment, quand on dit on est déconnecté de la réalité, ici, on le voit bien, on a un bel exemple de ça. Donc, le 17 janvier 1966, deux avions de l'armée américaine, un B-52 et un KC-135 Stratotanker, se percutent en vol lors d'une mission de ravitaillement. Or, le B-52 transporte 4 bombes atomiques, pas une, pas deux, pas trois, mais 4. Okay. 4 bombes atomiques. Donc, les 4, évidemment, lorsque les deux appareils entrent en collision, ils sont littéralement pulvérisés. Les 4 bombes tombent et 3 d'entre elles vont tomber au sol et une va tomber dans l'océan. 2 des bombes tombées au sol, ils ont des charges explosives, des explosifs conventionnels. Ça, c'est au-dessus de l'Espagne. Ça se passe au-dessus de l'Espagne. Donc, une tombe dans la mer Adriatique et les 3 autres tombent au sol, près de Palomares, en Espagne. Des 3 bombes tombées au sol, 2 d'entre elles avaient des charges explosives conventionnelles. Les charges ont explosé, mais heureusement, elles n'ont pas entraîné le déclenchement du détonateur, parce que bon, on aurait eu droit à un petit champignon local. Et là... Il dit ça en riant. Pas de problème. Et ce qui est tout à fait incroyable dans cette histoire-là, c'est qu'immédiatement après l'incident, évidemment, la presse espagnole s'empare de l'affaire. OK, mais il n'y a pas eu Il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu de déflagration atomique, non. Et là, immédiatement après que l'incident se soit produit, la presse espagnole s'empare de l'affaire. Évidemment, les Américains envoient sur le terrain des gens pour récupérer les bombes au sol et on cherche la 4e bombe. Et pendant que tout ça se fait, pendant que au quotidien, la presse espagnole
parle de cet incident-là, l'armée américaine, le Pentagone, se cantonne dans la position de « ça n'est pas arrivé, on n'a rien perdu, nos gars au sol, on ne sait pas ce qu'ils font là ». Donc, c'est vraiment une dichotomie totale entre ce qui se passe, ce qui est su de l'opinion publique et de ce que l'armée, elle, reconnaît. Finalement, ils vont localiser la 4e bombe, parce que on trouve assez rapidement les 3 premières. La 4e bombe se trouve à 800 mètres de profondeur, à 8 km au large de Palomares. C'est un petit sous-marin Alvin, le même, en fait, qui a exploré le Titanic là, dans les années 80, de la Woodhull Oceanographic Institution. C'est ce petit sous-marin Alvin qui va repérer la bombe, qui est pratiquement intacte et qui va la récupérer. Dans un rapport publié en 1971, parce que bon, évidemment, lorsque tout ça se fait, à un moment donné, on ne peut plus reculer. L'armée reconnaît que oui, il y a eu un incident, oui, ils ont perdu des bombes, mais ces bombes-là n'étaient pas amorcées, ces bombes-là étaient mortes, donc elles n'auraient pas pu se déclencher. Dans un document publié en 1961... Comme si t'avais perdu ton paquet de cigarettes. Excusez-moi. C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Sacramouille. Et puis, en 1971, un rapport de l'incident est publié, et dans ce rapport-là, non seulement on s'aperçoit que l'armée ont été lentes à réagir aux événements, elles auraient dû reconnaître l'incident dès le départ, mais elles ont menti également au gouvernement et aux autorités espagnoles en prétendant que les bombes ne pouvaient pas exploser. En fait, les bombes auraient pu exploser, elles étaient armées de détonateurs, elles auraient pu exploser. Tu t'imagines une bombe qui explose à 800 mètres de profondeur, à 8 km des côtes espagnoles. On aurait droit à un beau petit feu d'artifice avec un tsunami avec ça. Mais encore une fois, l'armée s'est cantonnée et l'armée disait non, rien de tout ça ne s'est jamais produit. Ouais. Donc, un autre petit mensonge de l'armée. Okay. Écoute, le temps file rapidement. Il y en a un qui est vraiment extraordinaire. Vas-y. La guerre du Golfe. Tu sais que la guerre du Golfe est probablement la guerre la plus médiatisée du 20e siècle. Là, on pouvait suivre ça littéralement en direct chaque jour, l'avancement des troupes militaires confortablement assis derrière son petit écran. C'était en août 90. C'était en août 90. Et donc, on suivait cet événement-là et on voyait un peu tout ce que les militaires nous rapportaient. C'était dirigé par le colonel Schwarzkopf. Oui. Tu te rappelles le colonel Schwarzkopf? D'ailleurs, son grand-père avait été, petite anecdote, son grand-père avait été lié à l'arrestation de Bruno Hauptmann, l'assassin qui a été exécuté pour avoir assassiné l'enfant Lindbergh, mais dont, depuis 70 ans, maintenant, on est incertain de sa culpabilité. Enfin, c'était un petit aparté. Donc, durant cette fameuse guerre du Golfe, d'abord, parlons de l'invasion. La guerre, tu l'as mentionné, la guerre a eu lieu du 2 août 1990 au 26 février 91. La raison de la mise en place des forces armées américaines contre l'Irak était l'invasion du Koweït par l'Irak. À ce moment-là, les autorités américaines parlaient de 250 000 hommes. Ils parlaient des armées de Saddam Hussein, disant 250 000 hommes et 1500 chars. Mais les photos satellites, elles, qui ne seront rendues publiques qu'après le conflit, sont beaucoup plus modestes. On parle plutôt de 50 000 hommes et de 300 chars. Quel beau mensonge. Ben oui. Ah oui. Ensuite, tout à fait amusant. Durant la guerre du Golfe, on nous montrait à la télévision des frappes que l'on disait chirurgicales. Oui. Donc, tu te rappelles des images noires et blancs tirées des images des F-117 Stealth Fighter qui lançaient une bombe et bang, on frappait à une adresse précise. Ah ouais, c'était. Mais à côté, le courrier était dans boîte. Donc là, on nous parlait donc de ces frappes chirurgicales. Mais, hélas, un rapport du GAO publié par la suite montre en fait que les dégâts causés par des bombardements durant cette fameuse guerre du Golfe, seulement 7% des dégâts par bombardement ont été causés par les missiles Patriot ou par les F-117 Stealth Fighter. Toutes les autres, en fait, 93% des dommages ont été causés par des bombardements tout à fait normaux, donc des avions qui larguaient des bombes. Tu varges dans le tas. Ouais, et ensuite de ça, donc, ce qui veut dire que 70% des bombardements effectués par les F-117 et par les missiles Patriot ont manqué leur cible. Bravo pour les frappes chirurgicales. Ouais. Hey, écoute, le Pentagone aussi a vanté le peu de pertes humaines du côté des troupes américaines. En fait, 148 morts et 467 blessés. Elles se sont gardées de nous dire que les autorités se sont gardées de nous dire que des 148 morts, 35 d'entre elles, soit 72%, avaient été tuées par des tirs amis. Et que des 467 blessés, 72, soit 15%, avaient été blessés par des collègues des troupes américaines.
Bon, bravo. Tes collègues sont plus dangereux que l'ennemi. Ouais, c'est ça. Après la guerre du Golfe, évidemment, il y a des gens qui ont commencé à développer des syndromes, des maladies qu'on a appelées syndromes de la guerre du Golfe, des cancers, des tremblements, etc. Et puis évidemment, on a accusé, on en est venu à dire bon, on était exposé à des gaz toxiques. Et là, l'armée américaine ont prétendu au départ que ce syndrome du Golfe était une rumeur pure, était une sorte de légende urbaine, que ça n'existait pas. Et puis en 96, elles ont admis que oui, il y avait vraiment une réalité derrière ce syndrome syndrome de la guerre du Golfe. Et il est vrai que les militaires américains ont été exposés à des gaz. Mais là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on parle ici de 50 000 combattants qui auraient été exposés à des gaz neurologiques ou encore des gaz capables de provoquer des brûlures à l'épiderme, comme le fameux gaz moutarde qu'on entend souvent parler. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'aucun de ces gaz-là n'a été lâché par les troupes de Saddam Hussein, mais a été lâché par les Américains eux-mêmes, en fait provoqué par les Américains lors de leur bombardement. En fait, ils ciblaient tellement mal les usines chimiques que lorsqu'ils détruisaient, les gaz se répandaient dans l'air et les troupes américaines qui étaient près des lieux des bombardements étaient donc exposées à ces fameux gaz-là. Ce qui est encore plus étonnant, il y avait une équipe au sol, un groupe de Tchèques qui étaient des experts, qui eux rapidement ont décelé des doses, des niveaux élevés de ces fameux gaz neurologiques et neurotoxiques. Ils en ont informé les autorités militaires américaines, leur demandant de munir les troupes de vêtements pour les protéger. Et ça, dès le début du conflit. Et évidemment, les autorités ont refusé de faire ça. Donc, tu vois, les petits mensonges comme ça de l'armée, bravo, frappe chirurgicale et tout le reste. Oui, il vargeait dans le tas. Ouais. Mais là, les conséquences de ça sur ses propres soldats, c'est une culture, l'armée, finalement. C'est une culture absolument. Du mensonge. Oui, exact. Donc, c'est toujours de présenter le bon côté des choses. Tu sais, l'armée américaine a été impliquée dans des centaines de conflits au 20e siècle et toujours avec le même discours, nous voulons rétablir une démocratie. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, Benoît, dans combien de pays les autorités américaines où il y a eu une invasion militaire, on a réussi à rétablir la démocratie? Combien? 0. Ben, merci beaucoup pour cette excellente chronique qui nous met d'excellente humeur. Merci, Christian Page. Merci à Larry, à François et Alexandra. Merci à vous d'avoir été là et on refait ça demain dès midi. Il y a Paul Aude qui suit après les infos.